Accra, capitale du Ghana, où la vie de tous les jours dans cette ancienne colonie autrefois baptisée la Gold Coast, la côte de l'or, comme la marque d'un rêve européen. Celui d'un pays aux ressources aurifères innombrables qui finalement se révélèrent bien décevantes. La Gold Coast, le pays de la femme au fusil, la reine mère Ashanti, noble figure de la résistance aux colonisateurs britanniques. Ces musiciens de bronze, à Accra, songent-ils à leur héroïque Queen Mother? Alors qu'ils célèbrent la gloire de Kwame Nkrumah, l'homme qui va redonner de la vigueur au projet panafricain et surtout faire se lever l'ouragan des indépendances sur l'ensemble du continent. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. President Truman announced the official surrender. This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Le même jour, un autre défilé de la victoire tourne à la tragédie. À Sétif, en Algérie, des nationalistes s'étant mêlés à la cérémonie, les choses dégénèrent. Une quarantaine d'Européens sont assassinés et la répression des forces de l'ordre colonial est terrible. Des milliers de morts algériens, ce que semblent ignorer ces images des actualités françaises. En réalité, la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était le début de la fin d'Empire français, de l'Empire britannique. Et ceci s'est passé non seulement en Afrique, mais c'est passé aussi en Asie. L'une des premières conséquences institutionnelles de la fin de la guerre est la création en juin 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Sa charte affirme d'emblée le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et 3 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame dans son préambule que les hommes doivent être protégés contre toute forme de tyrannie et d'oppression. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations Unies est sur le point de clore sa session en statuant sur le projet de déclaration que la Commission a voulu faire appeler Déclaration universelle des droits de l'homme. Je tiens à vous rappeler qu'en 1945, au moment de la création des Nations Unies, il n'y avait que 3 États indépendants africains. Vous aviez l'Égypte, le Libéria et l'Éthiopie. Les 50 autres États étaient des colonies. Au lendemain de la guerre, la carte politique de l'Afrique est inchangée, ou presque, bien calée dans ses frontières artificielles. Mais ce qui a changé dans cette Afrique apparemment immuable, c'est la mentalité des Africains. Les combattants ont connu la fraternité des armes. Ils ont rencontré d'autres Africains et d'autres soldats noirs américains, messagers d'un mythe émancipateur. Et cette ouverture au monde, ces combattants vont en parler, en ville, au village ou en famille. Et vont évoquer les espérances soulevées 1 an plus tôt par le général de Gaulle.
que plus rien ne serait jamais comme avant. De Gaulle le savait bien, lorsqu'il se rendait à Brazzaville, capitale de la France libre, pour y prononcer un discours aussi célèbre que mal connu. Nous sommes sûrs qu'aucun progrès n'est ni ne sera un progrès si les hommes qui vivent sur leur terre natale, à l'ombre de notre drapeau, ne devaient pas en profiter moralement et matériellement, si ce développement ne devait pas les conduire à un niveau tel qu'ils puissent un jour être associés chez eux à la gestion de leurs propres affaires. Voilà ce qui est le devoir de la France ici. La guerre, qui est une accoucheuse de révolution, a créé une ambiance et a même éveillé un nationalisme, des revendications qui ne paraissaient pas évidentes ni normales autrefois, avant-guerre. Qu'il y a eu aussi Brazzaville, malgré ses restrictions, qu'il y a eu les condamnations. Il y a eu des gens de mon pays qui ont été condamnés à mort et fusillés pour gaullisme. Que tout cela ne pouvait conduire qu'à une chose, c'est de dire non, après cette guerre, nous ne pouvons plus rester ce que nous étions. En Afrique française, avec l'abolition du Code de l'indigénat en 1946, les Africains obtiennent le statut de citoyens français et peuvent élire leurs représentants à l'Assemblée constituante, puis à l'Assemblée nationale. Ces élus, peu nombreux, sont loin de représenter le poids démographique de leurs électeurs, mais ils sont actifs. Affiliés aux 3 grands partis métropolitains, ils veulent s'en émanciper et créer un grand parti africain. Le congrès qui était convoqué à Bamako, en octobre 1946, était l'occasion de faire tous ces jeunes mouvements qui naissaient, d'en faire un seul parti africain, en tout cas un grand parti africain, dont tous les élus seraient du même bord, du même groupe, et qui à l'Assemblée serait absolument inévitable si on veut avoir une majorité. C'est dans cet esprit que nous sommes allés à Bamako. Or, qu'est-ce qui s'est passé à Bamako? D'abord, premier hic, les socialistes, Senghor, Lamine Gueye ne sont pas venus. Parce que le Parti socialiste, Marius Moutet, ont mis le haut là. Il ne faut pas y aller. Ensuite, les autres sont venus. Mais sous la houlette du Parti communiste. Très vite, des sections de ce nouveau parti, le RDA, Rassemblement démocratique africain, se créent un peu partout en Afrique occidentale française, alors que l'Afrique équatoriale reste en retrait. De tous les leaders, le Guinéen Sékou Touré se montre le plus actif, à la fois dans la mobilisation politique et dans la création de sections syndicales affiliées à la Confédération générale du travail, elle-même liée au Parti communiste français. Le Camerounais Rouben Oumniobé est lui aussi une figure marquante de ces combattants de l'indépendance. Niobé n'est pas un élu, mais un syndicaliste devenu le leader incontesté d'un parti de masse, nationaliste et marxisant, l'Union des populations camerounaises. À la tribune des Nations Unies, il se fait le porte-parole de l'ambitieux programme de son parti. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour l'octroi de l'indépendance au peuple camerounais. Dans le même esprit, en 1946, les 3 élus du peuple malgache déposent sur le bureau de l'Assemblée nationale à Paris un projet d'indépendance pour la Grande Île. Lorsque il y a ce projet de loi déposé par les 3 députés à l'Assemblée nationale française, eh bien, Auriol, qui était donc le président de l'Assemblée nationale à l'époque, a considéré que c'était une provocation et que c'était une incitation à la rébellion. Et c'est là que les choses se sont radicalisées. Les choses se sont radicalisées en 1947, parce qu'au refus de l'indépendance, mal vécu par la population, vient s'ajouter un mécontentement,
entretenu par le comportement d'une administration coloniale sourde à toute idée de changement et qui, bien au contraire, accroît les corvées imposées, notamment aux paysans, en multipliant les réquisitions. La rébellion éclate le 29 mars. Les rebelles prennent le camp de Moramang, prennent les armes, tuent des soldats français, notamment des tirailleurs, ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais. Et la réplique de l'armée française est immédiate. Et là, prend force le fait de se réfugier dans la forêt. Ce n'était pas simplement aller dans un lieu inaccessible à l'armée française, mais c'était aussi revenir à une certaine sacralité de la terre malgache. Et la forêt, à ce moment-là, devenait comme une sorte de matrice où cette notion de terre malgache devenait encore de plus en plus forte. Il y avait ce sacré qui pouvait même les préserver des balles. Beaucoup de ces rebelles allaient au front avec juste ici un point rouge de la terre qu'on prend et puis qu'on met ici, et aussi avec quelques amulettes qu'ils vont mettre sur leur poitrine, et de se dire que il leur suffit de dire Ran, Ran, et les balles se transforment en eau. L'armée française a compris que si les armes ne pouvaient pas venir à bout de ces talismans, ou de ces rebelles plutôt, il faut prendre le symbole. Et c'est ainsi que les maîtres de talismans, des hommes, des devins guérisseurs, ont été attrapés par l'armée française et jetés vivants des avions. Jetés vivants des avions. Et c'était une sorte de guerre psychologique, mais aussi une manière de dire que on a compris votre culture et on détruit votre culture. Dans les 4 mois précédant la soumission de tous les rebelles, s'ouvre en juillet 1947 le procès des députés malgaches. Ils sont accusés, sans preuve, d'être les instigateurs d'une révolte qui aurait fait, selon la majorité des historiens, de 30 à 40 000 morts. Ce procès provoque en France des réactions contrastées. Discours colonialiste contre élan de solidarité. L'un des accusés, Jacques Rabemananzar, condamné à perpétuité, écrit dans sa cellule le poème Ansa, en une nuit, sous le coup d'une très vive émotion. Un gardien sadique lui a fait croire que sa peine étant aggravée, il sera exécuté le lendemain. Je mords ta chair vierge et rouge, avec l'âpre ferveur du mourant aux dents de lumière. Madagascar. Un viatique d'innocence dans mes entrailles d'affamé, je m'allongerai sur ton sein avec la fougue du plus ardent de tes amants, du plus fidèle, Madagascar. Ton culte nous a saisis avec la puissance de cette mythe, île fabuleuse, Madagascar. Les premiers partis politiques étaient fondés sur le nationalisme. Un nationalisme en faveur de l'indépendance. Mais il existait tout de même quelques différences idéologiques. Certains considéraient que la Seconde Guerre mondiale avait été un signal pour la libération des colonies, tandis que d'autres pensaient qu'il n'était pas nécessaire de se détacher des grandes puissances mondiales. Comme bien des combattants pour l'indépendance, le Kenyan Jomo Kenyatta va souffrir des rigueurs de la prison coloniale. Publié à la fin des années 30, son livre à succès Au pied du mont Kenya glorifiait la société traditionnelle Kikuyu et dénonçait avec force la colonisation, celle notamment des hauts plateaux de la région de Nairobi. L'appropriation de ces terres fertiles par les colons débouche en 1952 sur l'insurrection des Mau Mau, qui va durer 4 ans et connaître un grand retentissement dans le monde.
La révolte des Mao Mao fut inéluctable, principalement pour les Kikuyu, mais aussi pour d'autres communautés que l'on avait forcées à quitter les terres de leurs ancêtres pour s'installer dans des régions éloignées. De plus, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les gens se sont rendus compte que les soldats britanniques recevaient de grands lopins de terre à titre de récompense, tandis que la plupart des soldats africains ne recevaient aucune récompense, même pas un mot de félicitation. Le sentiment de mécontentement était tel parmi les jeunes hommes, et surtout ceux qui revenaient de la guerre, qu'ils se sont organisés pour reconquérir leur liberté. Mais dans une large mesure, toute cette agitation visait surtout à ce qu'on leur rende leur terre. Pour juguler la révolte des Mao Mao, dépeints comme de véritables brutes sanguinaires, les Britanniques emploient les grands moyens. Usage de la torture et enfermement de populations, qu'elles soient impliquées ou non dans la révolte, dans des camps de détention au régime extrêmement sévère. Il est important de se rappeler que la communauté Kikuyu a fini par se diviser en deux. D'un côté, il y avait ceux qui acceptaient de soutenir l'administration coloniale, convaincus que les Mao Mao se fourvoient et qu'ils étaient bel et bien des terroristes, puisque c'est ainsi qu'ils étaient désignés. Et en face, il y avait le camp qui soutenait ceux qu'on pouvait présenter comme des combattants pour la liberté, car ils essayaient simplement de se libérer du joug colonial. En habile politicien, Kenyatta endosse un rôle d'initiateur de la révolte des Mao Mao, rôle qui en réalité n'a pas été le sien. Mais sans doute est-ce pour lui la meilleure rampe de lancement vers le pouvoir suprême du futur Kenya indépendant. À la même époque, alors que la guerre d'Indochine s'achève par la défaite de la France, éclate la guerre d'Algérie. Comme en Indochine, les soldats noirs recrutés de force ou engagés volontaires sont en nombre du côté français. Cet exemple algérien, de nombreux mouvements d'émancipation dans toute l'Afrique s'en inspireront. Et une fois indépendante, l'Algérie deviendra une place forte du mouvement tiers-mondiste. Autre influence, celle de Gamal Abdel Nasser, le chef de l'État égyptien, qui avait déjà fait un geste de grande portée, la nationalisation du canal de Suez. Plus qu'un exemple, Nasser devient un soutien direct des Africains en lutte pour leur indépendance. The people know what's going all over the world. People are feeling that they can achieve their independence, their sovereignty, by their own effort. This is the problem. The principles which were declared after the Second World War, the principles of self-determination, liberty. L'aide égyptienne était triple. Elle était une aide diplomatique auprès du système onusien, auprès des grands... Au moment où les Nations Unies discutaient ces problèmes de décolonisation. Elle était ensuite militaire dans la mesure où l'Égypte offrait des armes à ces pays. Elle était ensuite politique dans la mesure où les chefs d'État africains venaient se retrouver au Caire, recevaient un appui moral de la part des autorités égyptiennes. Les trois initiateurs de la conférence de Bandung sont assez différents pour représenter l'ensemble des aspirations du tiers-monde émergent. Il y a l'hôte de la conférence, l'Indonésien Sukarno,
qui met en avant les 5 principes de l'Indonésie indépendante, le communiste chinois Zhou Enlai, qui voit dans cette rencontre l'occasion de se démarquer de l'URSS, et enfin l'Indien Nehru, adepte intransigeant du non-alignement et d'un socialisme spécifique à son pays. L'Afrique y fait une apparition remarquée avec ses délégués venus de la Gold Coast et du Tanganyika, et surtout par la présence de Nasser. La conférence de Bandung est la première rencontre de cette envergure dans le tiers-monde, et les 29 pays réunis à cette occasion posent les bases du mouvement des non-alignés. Le principe du non-alignement, c'est de ne pas se soumettre aux puissances qui divisent le genre humain. C'est d'être toujours en position de défendre ce qui vous paraît juste et non ce que les autres pensent être juste. C'est de ne pas s'impliquer dans leur guerre. C'est pourquoi je vois le non-alignement comme un grand mouvement d'union des forces de paix. De son côté, le Congrès des écrivains et artistes noirs de Paris réunit à la Sorbonne en septembre 1956 des célébrités intellectuelles et artistiques venues de toutes les parties du monde. On a dit de cet événement que c'était un bandung culturel. C'est sans doute vrai, en ce qu'il s'agissait de faire exactement la même chose pour le monde culturel et littéraire ou artistique. Et l'organisation de ce congrès en délégation ressemblait assez étrangement à celui des non-alignés. Le respect des pays alors que ceux-ci ne sont pas encore indépendants. La première indépendance, c'est celle du Ghana qui n'intervient qu'un an plus tard, en 1957, le montre très bien. Faire venir un certain nombre d'intellectuels en les regroupant par pays supposait que les pays existaient déjà sur le plan culturel, même s'ils n'existaient pas encore sur le plan politique. Et je crois qu'il y avait là une sorte de défi à la structuration des sociétés coloniales en faisant émerger sur le plan politique des États et des nations, là où, jusque-là, ces États et ces nations n'avaient pas encore cours. Notre rôle est d'annoncer l'avenue et de préparer l'avenue de celui qui détient la réponse, le peuple, nos peuples, libérés de leurs entraves, nos peuples et leur génie créateur, enfin débarrassés de ce qui le contrarie ou de ce qui rédige. Nous sommes là pour dire et pour réclamer. Donnez la parole au peuple noir, laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire. Mais s'il est une région d'Afrique où l'entrée des peuples noirs sur la grande scène de l'histoire se fait attendre, c'est bien l'Afrique du Sud. Kijk eens Afrikaner. Mijn verhaal is die verhaal van een nieuwe volk met een nieuwe taal. Les élections de 1948 voient le succès du Parti national, derrière lequel s'est rangée la communauté afrikaner. Ce parti, fort de sa victoire, va donner à la ségrégation son visage institutionnel, l'apartheid. Un certain nombre de lois importantes sont adoptées, mais ce ne sont pas encore les lois extrêmes du futur apartheid. En fait, on renforce par touche les lois ségrégationnistes déjà existantes. Cela n'est pas surprenant puisque l'exode rural des Noirs a nui davantage aux agriculteurs afrikaners qu'aux anglophones blancs. C'est pourquoi on fait passer des lois limitant l'accès des Noirs aux villes. Des quotas sont mis en place. La plupart de ces mesures visent directement à endiguer l'exode des Noirs. Il y avait une véritable obsession du nombre de Noirs en zone urbaine. Dans les années 50, cela a entraîné des troubles très importants. J'ai moi-même grandi dans les années 50 et je me souviens d'une décennie marquée par les manifestations. C'est à cette époque que l'ANC s'est imposée en tant que grand mouvement populaire. C'était une période pleine de promesses.
Le chef Luthuli est devenu porte-parole de l'ANC. C'était un homme remarquable, très doux et modéré, très posé. Luthuli m'impressionnait beaucoup quand j'étais petite fille et il était mon héros. Le modèle sud-africain de l'apartheid fait tache d'huile en Afrique australe et centrale. La Rhodésie du Nord, par exemple, va connaître les rigueurs humiliantes de la ségrégation. Il y avait des écoles pour blancs, des hôpitaux pour blancs et même des magasins réservés aux blancs. Pour acheter quelque chose, vous deviez le faire par une lucarne, tandis que les blancs pouvaient entrer dans le magasin. Voilà contre quoi j'ai lutté. Un jour, j'ai voulu leur donner une leçon. Je suis allé dans un magasin et j'ai demandé à acheter une bicyclette. Ils m'ont dit, d'accord, vous n'avez qu'à payer et on vous la donne. Mais ils voulaient la faire passer par la porte. Et j'ai dit, non, faites-la passer par la lucarne. C'est comme ça que je récupère mes achats, ma nourriture, mes médicaments. Je récupère tout par la lucarne. Kenneth Kaunda est inspiré dans son action politique et son comportement de tous les jours par les préceptes que Gandhi a enseignés à la communauté indienne d'Afrique du Sud. Non-violence, désobéissance civile et résistance passive. C'est ainsi que Kaunda pourra affronter les geôles du colonisateur britannique, ce qui lui vaudra le surnom de Gandhi africain. Je suis allé plusieurs fois en prison. Et voilà comment, par exemple, j'ai arrêté de boire du thé. J'aimais beaucoup le thé. Mais je savais qu'on allait m'emprisonner car je défiais les lois injustes de l'apartheid. Je me suis dit qu'en prison, je ne pourrais pas boire de thé. Et cela risquait d'affecter ma détermination à lutter pour l'indépendance. Alors, j'ai arrêté d'en boire avant d'aller en prison. Le 23 juillet 1953, j'en ai bu 6 tasses d'affilée. Et puis, c'était fini. C'est la dernière fois que j'ai bu du thé. Dans ces années 50, la fièvre indépendantiste gagne la quasi-totalité des colonies anglaises, à commencer par la Gold Coast, l'actuel Ghana, où un docteur en philosophie d'origine modeste, Kwame Nkrumah, devient le leader du Parti populaire de la Convention. Nkrumah est l'un des tenants de l'indépendance tout de suite. À Accra, en 1948, des manifestations d'anciens combattants éclatent. Par sa violence, la réaction des forces de l'ordre déclenche de nombreuses émeutes. Et dans l'instant, la presse conservatrice anglaise y dénonce la main des communistes. Accusé d'être l'inspirateur de ces désordres, Kwame Nkrumah est jeté en prison. À peine libéré, Nkrumah retourne en prison après avoir appelé au boycott des produits fabriqués en Grande-Bretagne et incité à la désobéissance civile. Mais il demeure plus que jamais aux yeux du peuple le héros de la lutte pour l'indépendance. Alors que Nkrumah est toujours emprisonné, les Anglais sont contraints en 1951 d'organiser les premières élections législatives et démocratiques de leur empire africain. La participation massive de toutes les couches sociales assure à Nkrumah une victoire éclatante qui entraîne sa libération. Il se trouve alors à la tête du premier gouvernement autonome de l'Afrique noire. Il devient le premier de cette longue série de dirigeants africains sortis de prison pour accéder immédiatement au pouvoir suprême. L'indépendance
n'est plus dès lors qu'une question de temps. Elle est proclamée le 7 mars 1957 à 0 heure. Ended. And thus, Ghana, your beloved country, is free forever. From now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that, after all, the black man is capable of managing his own affairs. Now, I want you all, those who have hats on, to take off your hats and let the band play our national anthem. And from now on, that national anthem is the national anthem of the Gogo, to be played on all occasions. Ghana, land of freedom, toils of the brave and the sweat of their labor, toils of the brave which have brought results, toils of the brave and the sweat of their labor, toils of the brave which have brought results. Je suis né au moment où commençait la lutte pour l'indépendance. Quand on est écrivain, on s'intéresse de près au comportement humain, y compris dans le domaine politique, où les relations humaines jouent aussi. Grâce sans doute à mes expériences précoces, j'ai été capable de distinguer les véritables nationalistes, ceux qui voulaient servir leur peuple, qui avaient une vision de ce que la société devrait être, de ceux qui se disaient nationalistes dans le seul but de prendre le pouvoir à la place de la puissance coloniale. Dans les 7 années qui suivent l'indépendance du Ghana, vient l'heure de l'indépendance pour le Nigeria, le Tanganyika et le Kenya, dont les principaux responsables conserveront un lien plus ou moins fort avec l'ancienne puissance coloniale. En Rhodésie du Nord, qui devient la Zambie, son premier président, Kenneth Kaunda, incarne, comme Kwame Nkrumah, la rupture avec la tutelle britannique. L'Afrique française n'échappe pas au mouvement général. Instruite par son échec en Indochine et par la nouvelle guerre de libération qu'elle affronte en Algérie, la 4e République veut anticiper le processus de décolonisation en Afrique. Maire de Marseille, le grand port tourné vers l'Extrême-Orient et l'Afrique, le ministre de la France d'Outre-mer, Gaston Defferre, fait voter en juin 1956 la loi cadre qui porte son nom. Elle prévoit que chaque colonie sera placée sous l'autorité d'un gouvernement bicéphale, un Français et un Africain. Cela rend désormais caduques les grands ensembles que constituaient l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, jusque-là dirigés chacun par un seul gouverneur. S'il est vrai qu'elle ouvre la voie de l'autonomie et du gouvernement responsable, cette loi est accusée d'avoir morcelé des territoires qui auparavant ne l'étaient pas. C'est la très controversée balkanisation de l'Afrique française. Nous voulions cette loi cadre, mais sans la balkanisation, nous voulions l'exécutif fédéral qui existait. Pourquoi cela existait du temps de la colonisation et au moment où nous abordions l'autonomie, on voulait la supprimer? Il y avait du Machiavel là-dedans. Ça me paraît évident. On a beau s'en défendre, on ne cessera pas, on ne m'empêchera pas de croire qu'il y avait là-dedans un petit calcul un peu mesquin et dont les conséquences sont quand même graves.
Vous voyez tout le mal qu'on se donne aujourd'hui pour essayer de faire l'intégration. Nous étions ensemble. Nous avions une assemblée fédérale, le gouvernement général était là, gouverner ensemble. Nous avons une même culture. Nous nous fréquentons, nous nous connaissions. Et subitement, au moment d'avoir de l'autonomie, chacun pour soi. Et comme les nationalistes viennent vite, chacun a préféré être le premier à Cotonou plutôt que le 6e à Dakar. Quelle sottise! Premier à Cotonou, de quoi? Quand on est premier de rien, on n'est pas premier, on n'est rien. La nouvelle constitution que le général de Gaulle, revenu au pouvoir, veut faire adopter par référendum, prévoit la création d'une communauté regroupant la France et ses anciennes colonies, ces dernières étant érigées en républiques autonomes. Pour s'assurer que l'Afrique votera oui, de Gaulle entreprend un long voyage d'interrogation à la rencontre des masses et des dirigeants, avides d'informations sur leur avenir. Dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, c'est vraiment très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. Oh dis-moi oui ou non, mais si c'est oui, vraiment c'est très bon. À choisir entre oui et non, vaut mieux oui que non. L'intérêt supérieur de notre chère Côte d'Ivoire, inséparable de celui de la métropole, veut, pour qu'elle soit féconde et durable, que notre association repose sur l'égalité absolue des droits et des devoirs, sur l'amitié sincère et sur la fraternité. Tout se passe très bien jusqu'à Conakry, capitale de la Guinée. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. C'est donc de fort méchante humeur que le général de Gaulle arrive à Dakar, dernière étape de sa tournée dans l'Afrique subsaharienne. Et là, autre mauvaise surprise, les deux principaux dirigeants du mouvement national, Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia, sont absents. Je m'étonne qu'on stigmatise l'absence de Senghor. Je le rappelle, Senghor n'avait aucune responsabilité exécutive. C'était certes le premier homme politique du Sénégal, mais il n'avait aucune responsabilité exécutive. C'est Mamadou Dia qui était en charge de l'exécutif. Mamadou Dia n'était pas là, pour des raisons que je n'ai jamais comprises, et c'est Valdiodio Ndiaye qui faisait son intérim du président du conseil de gouvernement, qui a reçu le général et qui a prononcé un discours très fort. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre: l'indépendance, l'unité africaine et la confédération. C'est dire, et nous ne devons pas nous le dissimuler, que ce que nous avons pu jusqu'ici savoir des avant-projets constitutionnels ne nous laisse pas sans inquiétude, ni même sans angoisse. Une inquiétude et une angoisse qui se manifestent bruyamment sur la future place de l'indépendance. Aux porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci.
une pancarte la prenne le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Je dis très franchement que j'étais plutôt oui. Parce que je considérais que cette indépendance, on devait la préparer. Et 2 années plus tard, on a eu cette indépendance d'ailleurs. Je ne crois pas que les hommes politiques sénégalais étaient généralement, pour la plupart, pour le oui. Et même ceux qui avaient la tentation, certains qui avaient la tentation de dire non, savaient qu'ils auraient été désavoués par la population. Et je crois que tous les chefs religieux en particulier, dont le rôle est important dans un pays comme le Sénégal, étaient contre le non. Pour l'Afrique noire, un seul territoire, la Guinée, a voté contre la Constitution et a choisi la sécession. Les autres colonies françaises deviennent des républiques qui ne sont pas encore indépendantes. Contrairement à la Côte d'Ivoire de Fouette-Boigny, qui peut compter sur ses propres richesses et refuse que son pays devienne la vache à lait d'autres territoires africains, des républiques souhaitent s'unir en fédération afin d'arriver plus fortes à l'indépendance. Ainsi, Barthélemy Boganda, promis à devenir président de l'Oubangui-Chari, avance un projet de république centrafricaine élargi à 4 pays. Lorsque Boganda a envoyé une délégation à Libreville pour préconiser, présenter la République centrafricaine, ils n'ont pas été autorisés à fouler du pied le sol gabonais. On leur a dit, restez dans l'avion et repartez, nous ne voulons pas de votre République centrafricaine. Vous voyez, ils étaient farouchement opposés. Et je le vois encore, nous voulons faire notre petit Gabon. Le geste, notre petit Gabon. Le projet inquiète les milieux colonialistes et Boganda doit se contenter d'une république centrafricaine réduite aux seules limites de l'Oubangui-Chari. République qui n'aura même pas le bonheur de voir accéder à l'indépendance. Survenue si brutalement et dans des circonstances aussi dramatiques, la disparition de M. Barthélemy Boganda laisse dans son pays un vide cruel et plonge dans le désarroi non seulement ses nombreux amis et ses militants fidèles, mais une population tout entière pour laquelle le dimanche de Pâques 1959 restera désormais un tragique souvenir. Boganda avait préconisé l'unité africaine en 3 étapes. La première étape, c'est celle de la République centrafricaine. La deuxième étape serait celle des États-Unis d'Afrique latine, c'est-à-dire regroupant les ex-colonies administrées par les peuples colonisateurs latins. Et la troisième étape serait celle des États-Unis d'Afrique tout court. Autre projet de regroupement, celui de la Fédération du Mali en 1959. Naoud Volta et le Dahomey se sont retirés. Il n'est plus resté que le Soudan français et le Sénégal qui ont constitué à partir de 1959 la Fédération du Mali. Le nom Mali, c'était un souvenir du glorieux empire du Mali. Parce que et le Sénégal et le Mali et même les autres, quelque peu, étaient sur l'aire que l'empire du Mali avait occupé. Le Mali, c'est l'ensemble, c'est le Soudan et le Sénégal, quoi. Est-ce qu'ils sont faits pour s'entendre ensemble? Oui, très bien, alors. Ils sont faits pour s'entendre.
Emportée par la rivalité de ses leaders et le poids des expériences politiques, cette fédération ne résistera que quelques mois. Le 20 août 1960, le Sénégal s'en retire. Il proclame le même jour son indépendance, imité un mois plus tard par le Soudan, rebaptisé Mali. À la base de l'éclatement de la fédération du Mali, il y avait certainement des causes internes. Les hommes politiques sénégalais n'ont pas été bien marqués, n'ont pas été marqués autant que les Soudanais par la culture marxiste, par la culture communiste, même si cette culture ne leur était pas étrangère. Ces Mali, ce sont des RDA. Mais il ne faut pas exclure aussi que des questions de politique extérieure aient pu jouer. Le Soudan était très engagé aux côtés des Algériens dans la lutte de libération nationale. Vous savez, le territoire soudanais à l'époque a servi de base de repli au FLN. C'était un problème par rapport au Sénégal. Nous avions, par rapport à la Chine populaire de l'époque, parce que dès octobre 1960, le Mali, va reconnaître la Chine populaire, qui est de façon générale l'exemple du Soudan, l'exemple de la Fédération du Mali, ne convenait pas aux Français et certainement aussi à des hommes politiques africains. Le président Félix Houphouët-Boigny avait fait le choix de la balkanisation. C'était difficile pour lui de voir un processus de fédération marcher en dehors de lui. C'est donc affaibli par leur morcellement que les colonies de l'Afrique française vont accéder à l'indépendance. Dans l'ex-Congo belge, c'est un tout autre visage, celui de la tragédie, que va prendre en ce mois de juin 1960 l'accession à l'indépendance. Lorsque le roi des Belges, Baudouin Ier, arrive à Léopoldville pour consacrer l'indépendance, il est accueilli par le président Kasavubu et le premier ministre Patrice Lumumba. Lumumba a fait partie de cette poignée d'évolués, selon le terme de l'époque, formés depuis la fin de la guerre et qui ne supportaient plus le paternalisme belge. C'est pour accélérer le changement politique que Lumumba a créé le mouvement national congolais en 1958. Quelques mois plus tard, en janvier 1959, des émeutes anticolonialistes d'une rare violence ont été sévèrement réprimées et ont ensanglanté Léopoldville. Tenu pour responsable de l'agitation nationaliste, Patrice Lumumba a été emprisonné, puis libéré par l'intervention de ses partisans, qui ont exigé sa présence à une conférence dite de la Table Ronde que les Belges ont organisée dans la précipitation pour préparer l'indépendance. Des élections ont eu lieu et à défaut d'une majorité franche pour un seul parti, il a fallu recourir à des coalitions. À une semaine de l'indépendance, Joseph Kasavubu a été élu président de la République et Patrice Lumumba, Premier ministre. On ne saurait imaginer un attelage plus mal assorti. On avait prévu 2 discours. Discours prononcés par les rois des Belges, qui constatent notre indépendance,
qui nous remet l'indépendance, notre liberté, et la réponse du président Kasavubu. Le roi des Belges prononce un discours tout empreint du paternalisme de l'idéologie coloniale du XIXe siècle. Le président Kasavubu lui répond sur le même ton. Les choses se sont déroulées comme c'était prévu. À la surprise de tout le monde, Lumumba s'est élevé et il a fait un discours. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. C'était un incident diplomatique majeur. Quelques jours après l'indépendance, la force publique se mutine. Cette même force publique qui a été l'instrument de la répression contre les populations depuis les tout débuts de la colonisation. La mutinerie dégénère en violence incontrôlée. Des Blancs sont contraints à un exode désordonné. Immédiatement, les parachutistes belges débarquent au Congo. Une situation inédite dans la nouvelle Afrique indépendante. Après les émeutes, on va se réunir au camp Kokolo. Et là-bas, séance tenante, il y a des promotions qu'on décide. Ceux qui étaient des adjudants deviennent des colonels, des capitaux, des ceci, de là. Donc, on nomme les nouveaux cadres de l'armée parmi les ploucs de la force publique. Et c'est ainsi que Mobutu, qui était premier sergent-major, lui, il est devenu colonel et chef d'état-major. Nous sommes jusqu'à aujourd'hui sous le chantage de ceux qui tiennent les armes. Depuis notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui parlent ici. Le 11 juillet, le Katanga, la province minière la plus riche du pays, et son leader Moïse Tshombe font sécession et se proclament indépendants avec tous les symboles de la souveraineté. Les Katangaleux, surnom des Blancs qui s'étaient réfugiés en Rhodésie au moment de l'indépendance, reviennent en nombre. Au mois d'août, Albert Kalonji proclame l'indépendance de la province du Kasaï, connue pour ses ressources en diamants. C'est l'unité même du Congo indépendant qui se trouve menacée. L'avenir du Congo, je l'envisage dans ce sens. C'est de maintenir l'unité politique et économique du pays qui seule fera la grandeur de notre pays. Nous voulons que le Congo occupe une place prépondérante dans le cadre des États libres d'Afrique, parce que si nous perdions l'unité du pays, c'est l'effondrement de la nation. Très mécontent de ses propres forces de l'ordre et des casques bleus qui refusent de se mettre à son service pour mater la sécession katangaise, Lumumba se rend à New York pour tenter de remédier à cette situation. Mais il n'est écouté ni par l'ONU, ni par les États-Unis. Le Premier ministre, ne pouvant compter que sur une armée nationale en gestation, peu équipée et divisée, sollicite le concours des démocraties populaires de l'Est. Ce qui lui permet au moins de passer à l'offensive au Kasaï. On a vu par là que Lumumba avait des tendances à collaborer plutôt avec l'Est que l'Ouest. Je suis simplement un nationaliste, un leader nationaliste qui lutte pour un idéal. Je pense qu'à travers l'histoire de l'humanité, vous avez connu en Europe occidentale, même lors de la Révolution française, des nationalistes qui se sont mis à la tête du mouvement de libération, simplement pour
que le pays accède à la liberté et à l'indépendance. Je ne suis pas du tout communiste et je ne le deviendrai jamais. Monsieur Devlin, un agent de la CIA qui a été ici, elle a écrit un livre dans lequel il a reçu les ordres de Washington qu'il faut éliminer Lumumba. Donc il y a là une conjonction d'éléments, non seulement le fait qu'il était devenu dangereux pour la politique de l'Ouest, mais il était devenu dangereux aussi pour l'union minière et ceux qui encourageaient la sécession de Tchombe. Le 5 septembre 1960, nous avons révoqué, conformément à l'article 22 de la loi fondamentale, le Premier ministre, M. Patrice Lumumba, et certains autres ministres. Mais Patrice Lumumba, qui dispose de la majorité au Parlement, révoque à son tour le président Kasavubu. C'est un blocage total des institutions dont se saisit le chef de l'armée, le colonel Mobutu. Croyez-vous à une réconciliation prochaine? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et l'armée l'impose. Le colonel Mobutu neutralise le président de la République et le Premier ministre. Mais le seul à être véritablement neutralisé, c'est bien Patrice Lumumba, toujours sous l'accusation d'être un communiste. Et d'ailleurs, Mobutu expulse les diplomates du bloc soviétique. Pour vous, les colonialistes, c'est les soviétiques. Mais le maître, ce sont les soviétiques, hein. Surtout le Khrouchtchev. Hein. Celui-là, c'est le fameux, c'est lui qui est comme le président des colonialistes. Commence alors le calvaire du Premier ministre déchu et placé en résidence surveillée. Un calvaire avivé par toutes sortes de rumeurs, de compromissions et de trahisons. Ça a été un homme de confiance. Mobutu, il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement, secrétaire d'État à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Pour l'observateur extérieur, il dit que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Ayant réussi à s'échapper de sa résidence surveillée, Lumumba a tenté de gagner la province orientale contrôlée par ses partisans. Mais il est arrêté le 1er décembre avec ses deux compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito. Aucune humiliation ne sera épargnée à Lumumba. Les soldats de l'ancienne force publique coloniale, dont il avait voulu faire une véritable armée nationale, ces soldats se montrent particulièrement odieux à son égard. On les met en prison dans les camps militaires de Tezville, aujourd'hui Mbazangungu, et là, il va être transféré, n'est-ce pas, à Lubumbashi, par la décision de Mobutu. Je crois qu'ils étaient dans l'attente avec les gens du Katanga, qu'on dit là et là-bas. Au moins, il sera moins dangereux parce qu'il commençait déjà à soulever les troupes à partir de Tezville. Il faut masquer la réalité du complot contre Lumumba et ses deux compagnons. Des rumeurs fantaisistes circulent et des certificats de décès falsifiés tendant à accréditer une mort accidentelle le 9 février, alors que l'assassinat, lui,
s'est bien produit le 17 janvier 1961. Ce sont les Belges qui l'ont assassiné. Suivant l'enquête, n'est-ce pas, menée par le Parlement belge, bon, ces gens ont avoué qu'ils ont pris Lumumba, eh bien, ils l'ont tué, ils l'ont dépecé, lui et ses compagnons, au Quito et un polo, et ils les ont jetés dans une cuve d'acide sulfurique. Il faut simplement être lucide, se rendre compte que l'histoire n'est pas une idylle. C'est vrai. C'est vrai que l'homme politique doit affronter la solitude, la trahison, la mort. Et Lumumba, sa grandeur, c'est qu'il ne s'est jamais fait aucune illusion. Très tôt, il a su. Et très tôt, il a su qu'il était entouré par une bande de crapules, par des gens qui allaient le trahir. Il le savait. Mais, en tout cas, il a quand même été jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de sa passion. Une passion de courte durée, quelques mois seulement. Mais une passion qui résonne encore dans l'Afrique d'aujourd'hui. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais d'un de ces noms ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Une élite de tous les jours, une élite ardente et idéaliste, une élite dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette élite qui fit des larmes, des feux et des sangs, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une élite noble et juste, une élite indispensable pour mettre fin à l'esclavage qui nous était imposé par la force. L'assassinat de Lumumba provoque une vague de protestations à travers le monde. Les ambassades de Belgique sont attaquées par des manifestants en colère. À New York, la maison de verre, siège de l'ONU, est envahie par un groupe de Noirs américains dont Lumumba était devenu l'un des héros de l'Afrique indépendante. Et n'oublions pas que nous sommes là en pleine guerre froide et qu'il ne pouvait pas en être autrement. C'était un monde bipolaire. Donc, il fallait choisir ou être avec le colonialisme et néocolonialisme et capitalisme, ou être de l'autre côté, tenter une expérience d'un développement non capitaliste. Au contraire de l'Afrique dite modérée et pro-occidentale, les dirigeants de l'autre Afrique, l'Afrique progressiste, penchent ouvertement vers les États communistes. Certains leaders font des tournées remarquées en URSS, en Chine et dans les démocraties populaires, tout en se réclamant d'un socialisme particulier adapté aux sociétés africaines. Autre destination privilégiée, Cuba, où Fidel Castro a pris le pouvoir en 1959. En Angola, comme dans les autres colonies portugaises, prises à leur tour par la fièvre indépendantiste, le marxisme inspire toute une génération de jeunes leaders.
Parmi eux, Mario de Andrade, intellectuel, étudiant à Lisbonne, réfugié à Paris, veut revaloriser la culture et la langue de son pays pour en faire une arme contre la domination coloniale. La culture était vraiment extrêmement importante, et surtout la poésie. C'était des poètes, il fallait être poète, il fallait écrire de la poésie, il fallait lire, il fallait tout connaître. Il y avait ce besoin de culture. Mario de Andrade et Agostinho Neto ne sont pas seulement des intellectuels retranchés dans leur tour d'ivoire, mais des combattants politiques prêts à s'organiser. Ben, ils ont créé un mouvement. Voilà, parce qu'il fallait un mouvement. Il fallait qu'il y ait un chef, il fallait ceci, il fallait cela. Bon, ils se sont groupés, ils ont fait le mouvement populaire de la libération de l'Angola. Et puis ensuite, après de la Guinée, et puis ça ne faisait qu'un. Donc ils pouvaient défendre ensemble, mais chacun défendait les particularités de son pays. L'apprentissage des armes ne rebute pas ces intellectuels. Ils s'entraînent durement et passent du statut de théoricien de l'action politique à celui de guerrilleros. Rendue nécessaire, la lutte armée est déclenchée en Angola en 1961 et se trouve facilitée par la proximité des deux Congos qui lui servent de base arrière. La répression est immédiate. Pour la soutenir, Salazar, à la tête de son Estado Novo, dictature qui se cache derrière une façade républicaine, en appelle une fois de plus à Lisbonne à la participation active de la nation. Sentimento é ao mesmo tempo bastante alto e profundo para inundarmos a alma neste momento, o da firme determinação de defender a integridade nacional. E é esta determinação que tem de ser interpretada em toda a parte como a valorosa e gritante afirmação da vontade de viver do nosso povo. Os pais e as mães dos portugueses que estão aqui, em júbilo ou em lágrimas, nada vem pedir, mas oferecer em holocausto à pátria o sangue do seu sangue e o mais puro dos seus afetos. Un autre intellectuel marxiste, Amilcar Cabral, né en Guinée-Bissau de parents capverdiens, va rendre possible le mariage de ces deux colonies ouest-africaines du Portugal. Il crée le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert et en devient le leader évident et charismatique. Il avait une grande passion pour l'Afrique et pour les Africains, mais aussi pour la liberté et la dignité humaine. Ce sont toutes ces qualités qui ont fait de lui un leader et le fondateur du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il avait beaucoup d'énergie et une grande capacité de travail. Il était attaché à ses convictions. Et il savait exactement ce qu'il voulait. Mais sa grande force était de savoir transmettre son point de vue, influencer ses camarades et les encourager, les motiver, leur donner de l'élan.
Un autre aspect intéressant de l'action d'Amilcar Cabral, c'est son retour en Guinée en tant qu'ingénieur agronome. Il a ainsi eu l'occasion d'étudier comment on pratiquait l'agriculture et cela lui a permis de connaître le pays en profondeur. Claro que nas terras ali tem problema de, como é que se nome, de água chove demais, por isso é preciso fazer réguas grandes, né? Para a água para passar sempre para que tem coisa. Quem que lembra mais de ali? Foi bom? Hã? Chefe? Quem que é chefe? Ah, camarada. Quem que lembra mais de ali? Quem que campeão lembra ali? De quem? Ah, simpático. Maria Lima, ela leva direito? Maria Lima, por exemplo. Chega-lhe. Ele leva direito? Hã? E Cidade? Ela. E Lisa? E camarada? Ah, Fina. Il a ensuite utilisé cette connaissance dans l'élaboration d'une stratégie pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Beaucoup de gens disaient qu'il était impossible de mettre en place une guérilla en Guinée, parce que l'espace était trop limité et qu'il n'y avait pas de montagnes. Mais quand on veut, on peut. Et Cabral a prouvé que c'était possible. Comme la plupart des guerres de libération populaire, celle qui gagne à son tour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert enrôle femmes et enfants parmi ses combattants. J'ai vu beaucoup de cas que ce n'est pas correct. C'est pourquoi je rentre dans la lutte pour aider notre parti pour gagner l'indépendance, pour que nous puissions suivre notre propre chemin. On ne peut pas faire une guerre, on ne peut pas gagner une guerre si les femmes n'y participent pas. Parce que d'abord on sépare les ménages, puis ensuite il y a les enfants. Il faut que la femme soit d'accord, qu'elle accepte de souffrir un peu plus. Um deles, por exemplo, é o camarada Corca Jaló, que passa anos só naquela voz, é largado e busca só um caminho de partida junto com nós, aliás. Tu queres buscar malandrice para enganar alguém, tu conversa, como ainda fazer Guiné melhor, você. Não tem que contar como aquela tarde demais. Guiné melhor, a nós que não fazer com o nome próprio. Não o povo que não fazer com o seu nome próprio. No cabeça ninguém vai fazer na terra melhor, nós que não fazer nosso próprio com o nome. De nombreux combattants pour l'indépendance succomberont sous les balles de la redoutable police internationale de défense de l'État et celle des forces armées portugaises. Mais malgré le sinistre camp de détention de Tarrafal au Cap-Vert, haut lieu des tortures et symbole de la répression, la détermination contre le colonialisme ne faiblit pas. Monangambe, Monangambe. Ah, deixa-me ao menos subir as palmeiras. Deixa-me beber maruva e esquecer diluído nas minhas bebedeiras. Monangambe, Monangambe. Au Mozambique, celui qui tient les rênes du mouvement indépendantiste est aussi un leader rompu à l'idéologie marxiste, Eduardo Mondlane. Il est convaincu que la culture est une arme politique majeure. Mondlane foi o homem que Mondlane avait foi en la culture mozambicaine
et ont la possibilité de faire naître une identité mozambicaine à travers l'unification de toutes les tribus du pays. Il était avant tout un nationaliste. Il avait connu le travail physique pénible, donné de sa personne pour pouvoir étudier. Et il s'élevait donc contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Mondlane entrera dans la lutte armée quand la répression des forces portugaises au Mozambique atteindra son paroxysme. People they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more populations will join our liberation struggle. Il était difficile de dialoguer avec le Portugal. Mais comme nous avions accès à l'ONU, nous estimions que cela pouvait être une ouverture. Et en 1962, le Frelimo, Front de libération du Mozambique, a tenté d'entamer le dialogue. Mais le gouvernement colonial allait dans un sens différent, celui de la confrontation. Et c'est ainsi qu'en 1964, le Frelimo a fait le choix de la lutte armée. La question du passage à la lutte armée se pose aussi en Afrique du Sud, où les dirigeants du Parti national restent convaincus que leur pays pourra échapper au mouvement général des sociétés africaines. Dans les années 60, les autorités sud-africaines ont promulgué des lois ségrégationnistes de plus en plus draconiennes. Les Noirs n'avaient plus le droit d'aller et venir librement, de choisir leur emploi. Tous les aspects de leur vie étaient régis par ces lois, de leur naissance jusqu'à leur mort. On décidait des écoles où ils pouvaient aller, des endroits où ils pouvaient naître, où ils pouvaient être enterrés, l'éducation à laquelle ils pouvaient prétendre. Je ne pouvais pas croire en un Dieu qui soutenait un système aussi immoral. Ça n'avait pas de sens. Le système était d'une brutalité insupportable. Vers le milieu des années 60, une des sœurs de ma mère est tombée gravement malade. Elle avait subi 7 interventions, une césarienne pour chacun de ses enfants. Elle était très mal en point et devait être hospitalisée à Johannesburg. Elle s'est rendue chez nous, à Soweto, pour rejoindre l'hôpital le lendemain matin. Elle est arrivée chez nous dans la nuit et à 2 heures du matin, la police est venue l'arrêter parce qu'elle n'avait pas l'autorisation d'être là. On n'avait pas eu le temps de demander un permis. Ils l'ont laissée sur un sol en ciment jusqu'à 8 heures du matin, en attendant que le commissaire blanc arrive pour décider de son sort. Si vous aviez été dans cette maison et que vous aviez vu la façon dont ils l'ont traitée, la seule préoccupation de la police était de faire appliquer les règles de l'apartheid, plutôt que de courir après les vrais criminels. Alors vous auriez compris à quel point le système était maléfique. Et si on prenait sa foi au sérieux, on ne pouvait pas vivre avec ça. I'm coming now. Kom, wees even mee. Kom. Zet ik hier aan. Weet je zo? Kom nu terug. Kom even kijken hoe lekker die stukjes hoor. Wat?
Enfin, Mikey, man, wat hoeveel niet maar, ik zal als je recht maakt. Premier avocat noir de Johannesburg, Nelson Mandela devient rapidement par son pouvoir de conviction l'un des piliers de l'African National Congress, l'ANC. Il a organisé des campagnes de désobéissance civile et notamment le Stay at Home, refus de se rendre sur son lieu de travail. Le 21 mars 1960, à Sharpeville, un nouveau parti noir se voulant plus radical que l'ANC, le Pan African Congress, organise une manifestation pour dénoncer pacifiquement la pratique des passeports d'identification. La répression tourne au massacre. On relèvera officiellement 69 morts parmi les Noirs et près de 200 blessés par balle. Face à l'aveuglement meurtrier du gouvernement raciste, l'heure a sonné de changer de stratégie. There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. Ce n'est pas un hasard si en 1960 le prix Nobel de la paix est attribué à Albert Luthuli. Bouleversé comme Mandela par le massacre de Sharpeville, Luthuli a publiquement brûlé son passe. Il a été banni dans sa région natale et il faudra 1 an aux autorités sud-africaines pour lui permettre d'aller à Stockholm recevoir sa récompense. Quelques années plus tard, il a été tué accidentellement, a-t-on dit, sur un passage à niveau. Mais à ce jour, on ignore ce qui s'est vraiment passé. Morts inexpliquées, multiples vexations, l'option de la lutte armée devient dès lors inévitable. Une lutte très dure, acculée à la clandestinité et soutenue par les couches populaires. Elle mettra plusieurs dizaines d'années pour venir à bout de l'apartheid, mais ne manquera jamais de l'appui d'artistes qui mettent à son service leur notoriété et leur engagement. Avril 1963. Alors que l'Afrique n'est pas encore totalement libérée, se tient dans la capitale de l'Éthiopie, pays symbole de l'indépendance africaine, un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Ce sommet d'Addis Abeba va-t-il enfin concrétiser un projet panafricain qui vient de loin? Une première conférence panafricaine, organisée par des Noirs de la diaspora, s'était tenue à Londres, capitale de la plus grande puissance coloniale. C'était en 1900 déjà. Si vous regardez dans l'histoire, surtout dans l'histoire de la diaspora africaine, parce que c'est là où l'idée du panafricanisme est venue, c'est là où il y a eu ce besoin d'Afrique, plus fortement même que sur le continent qui était sous le joug colonial. Vous savez, toutes les grandes luttes qui ont eu lieu, Toussaint Louverture, Simon Bolivar, dans tout cela, vous trouvez un peu de panafricanisme. Le mouvement panafricain
a été incarné par de fortes personnalités de la diaspora, tels que le philosophe libérien Edward Blyden ou l'essayiste américain William Du Bois, combattant passionné de l'égalité des races, mais aussi le Jamaïcain Marcus Garvey, promoteur radical de la cause noire, ou encore le Dahoméen Tuvalu Wenu, créateur en France d'un mouvement radical pan-nègre. Sans oublier le journaliste communiste George Padmore, originaire de Trinidad. La conférence panafricaine de Manchester sera la dernière à se tenir en dehors du continent africain. Mais pour la première fois, les principaux ténors sont des Africains et non plus des Noirs d'Amérique ou des Caraïbes. Ayant déjà participé à la conférence de Manchester, Nkrumah organise à Accra une autre conférence panafricaine, celle des peuples, où il convie tous les partis luttant pour l'indépendance. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Our objective is African Union now. There is no time to waste. We must unite or we perish. I am confident that by our concerted effort and determination, we shall lay here the foundation for a continental union of African states. Tous les acteurs du sommet d'Addis Abeba vont-ils accepter de dépasser leurs frontières nationales et de se soumettre à la tutelle d'un gouvernement continental? Réticents pour la majorité d'entre eux, ils trouvent finalement un accord. La souveraineté des États indépendants est maintenue. La lutte pour l'émancipation doit être poursuivie, ainsi que la marche vers l'unité du continent. Mais dans l'immédiat, c'est bien la balkanisation que dénonçaient les Lumumba, Sangor et Nyerere qui se trouve ainsi légitimée. Le semi-échec d'Addis Abeba ne va pas pour autant décourager les apôtres du panafricanisme, tels l'Américain William Du Bois, qui en fut l'ardent défenseur jusqu'à la fin de sa vie. Sur cette terre d'Afrique, que ses ancêtres avaient été forcés de quitter en esclaves et qu'il avait élu comme dernière demeure dans le Ghana de Kwame Nkrumah. Mais après le déferlement joyeux des indépendances, c'est un vent contraire qui va se lever sur l'Afrique. Celui des partis uniques, des coups d'État militaires et de dictateurs dont certains furent des figures héroïques de la décolonisation.